Bonjour, bienvenue à vous dans Studio 5, vous êtes sur OM5 TV. Aujourd'hui, je reçois Alain Guédé. Alain Guédé, ancien journaliste du Canard enchaîné. Il y a passé quelques années, vous y êtes rentré. Alain Guédé, bonjour d'abord. Bonjour, bonjour. Vous y êtes rentré en 1982 et vous avez quitté le Canard, hein? Je l'ai pas quitté, ou alors vous me l'apprenez. Ah, bah pardon, je pensais que vous étiez ancien journaliste du Canard enchaîné, d'accord. Donc vous êtes toujours au Canard enchaîné. Pas du tout, oui, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas Ils n'ont encore pas réussi à se me faire débarrasser de renvoyer, vous. oui, vous voyez. Donc, Insistez. effectivement, j'y ai passé 35 années. Mhm. C'est-à-dire plus du tiers de la vie du Canard qui fête ses 100 ans cette année, oui. Je suis un des vieux du Canard. Enfin, vieux, je ne sais pas, c'est vous qui le direz. Non. Alors, très rapidement, vous êtes le révélateur, je vais dire ça comme ça, de quelques grosses affaires, celle du sang contaminé, celle de fausses factures, mais on ne s'y attarde pas, puisqu'aujourd'hui, je vous reçois, Alain Guédé, pour la biographie que vous avez consacrée au Chevalier de Saint-Georges, Oui. et également l'association que vous avez créée, Absolument, le concert de Monsieur de Saint-Georges. Oui. Alors, cette biographie est sortie en 1999. Oui. Pourquoi cet intérêt pour le Chevalier de Saint-Georges ? Oh, c'est un intérêt double. Le premier est un intérêt musical. En fait, à l'époque, je m'intéressais beaucoup à Mozart. Je me suis toujours intéressé à Mozart. Je torturais un peu un instrument qu'affectionnait Mozart. Et c'est en recherchant les musiciens qui ont pu l'influencer que je suis tombé sur le Chevalier de Saint-Georges. En fait, Mozart s'est beaucoup inspiré dans toute sa carrière de grands musiciens, Sacchini, Stamitz, etc., de grands musiciens de l'époque. Et généralement, quand il s'en est inspiré, il a un peu magnifié ce qu'ils avaient écrit. Et il y en a un autre dont il s'est inspiré, et finalement, les œuvres dont ils sont inspirés sont plutôt moins bonnes par Mozart que par l'original. Et c'était Saint-Georges. Et je suis tombé sur Saint-Georges par le truchement de Mozart. Ouais. Et puis, ça a été une passion, c'était en 91 d'ailleurs, et ça a été le début d'une grande passion. C'était fascinant de voir qu'un musicien à la peau noire, à l'époque on ne différenciait pas vraiment les métis et les nègres, noirs, comme vraiment, on disait. Hein. Ouais. À la limite même, métis c'était pire que noir, parce que c'était l'enfant d'une mésalliance. Donc comment un homme qui avait un handicap énorme, qui était le handicap de la pigmentation, a pu traverser son siècle en le dominant, en dominant son art, en dominant le sport, comme l'escrime. Parce qu'il était un excellent escrimeur. Oui, et en devenant une star incroyable. Et puis, sans se contenter de vivre de sa gloire, s'engager les armes à la main pour la Révolution, pour l'abolition de l'esclavage. Bon, ça a été un homme extraordinaire. Alors, ça a été une passion, voilà. Combien de temps vous y avez consacré avant l'écriture de sa biographie ? Je commençais à collectionner. J'avais l'intention d'écrire une biographie quand le Canard m'en laisserait le temps. Et en fait, j'ai collectionné pendant 5 ans, jusqu'en 96, fait les bibliothèques et autres. Et puis en 96, vous vous en souvenez peut-être, vous étiez toute petite, moi Oui, j'étais déjà, j'étais déjà Pas mûr. tant que ça. Et donc j'étais présent pour le Canard, c'est un peu le lien avec le Canard, au meeting du Front National du 1er mai, où pour la première fois dans l'histoire du Front National, et pour la première fois depuis la Libération, un homme, Jean-Marie Le Pen, a formulé l'idée que non seulement les races existaient, mais qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. Et j'y étais, c'est le genre de choses, quand vous l'entendez devant, et quand vous voyez l'homme le proférer, vous met dans un état nauséeux pratiquement. Et j'ai dû faire le constat que tout ce qu'on avait fait depuis des années pour combattre le racisme, par la raison, finalement n'avait pas abouti à beaucoup de résultats, et que peut-être fallait-il tenter autre chose par l'exemple. Alors précisément, moi, un exemple, j'en avais un en magasin, si j'ose dire, c'était Saint-Georges, et montrer à travers la personnalité de Saint-Georges qu'il n'y a aucune différence de talent entre les blancs et les noirs, que... On y reviendra un petit Oui. peu, on y reviendra après tout à l'heure, parce que justement, je voulais savoir si, voilà, on ne pouvait pas en faire un exemple justement du Chevalier de Saint-Georges. Vous êtes Alain Guédé, passionné de musique, vous êtes consultant
à France Musique notamment, à la radio suisse romande et à la RTBF, la radio-télévision belge, concernant la musique du XVIIIe siècle. Un peu moins maintenant, oui. Un peu moins maintenant. Je manque un peu de temps pour tout faire, oui. Vous avez construit la biographie de Saint-Georges comme un opéra, parce que vous trouvez que sa vie ressemble justement à un opéra ? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est lui qui a presque façonné sa vie. Ça donne un peu cette impression, quoi. Je parlais de Mozart tout à l'heure. Quand on regarde ce magnifique film qui est Amadeus, finalement, on se dit que Forman a fait un magnifique film à partir d'une vie qui est finalement relativement banale. Mozart, c'est le contraire, a une vie absolument extraordinaire, quoi. Le fils d'un grand planteur qui échappe à l'esclavage par l'amour de son père et de sa mère, sinon il était destiné à devenir esclave. Hein. Les enfants d'une mésalliance entre un blanc et une noire, leur avenir, c'était d'aller couper la canne à sucre. Hein. Lui, il domine ça, et puis, arrivé à Paris, à l'âge de 10 ans, parce qu'il doit faire honneur à son père, sans doute aussi, qu'il l'a reconnu, qu'il protège, parce qu'on lui dit aussi que, compte tenu du handicap qu'il a, qui est la couleur de sa peau, au regard de la société, eh bien, il doit être le meilleur partout. Il doit se faire accepter partout. Il doit aussi avoir très bon caractère pour se faire admettre. Et voilà un garçon qui, dès l'âge de 10 ans, apprend qu'il doit être le meilleur, travaille énormément. Il est parfois de bon ton, d'une manière imbécile, de brocarder les gens aux Antilles, machin. Non, on sait bien, vous et moi, on sait que c'est faux, mais lui, c'est le premier exemple d'un Antillais extrêmement travailleur, perfectionniste. Il est doué quand même. Alors, très doué, très doué. Hein, très doué, mais on a beau être très doué dans la vie, si on ne travaille pas... Je suis d'accord, je suis d'accord que le travail, mais quelques talents à la base, les talents innés... Oui, c'est vrai, il y a les deux, il est, c'est vrai, exceptionnellement doué. On parlait des exercices du corps, et c'est vrai, il est très doué en escrime, il est très doué à cheval, c'était l'un des meilleurs écuyer du manège du roi. Il est très doué à la chasse, il fait du patinage. Les hivers étaient un peu plus rigoureux qu'aujourd'hui, il patinait sur la Seine, par exemple. Marie-Antoinette vint le voir patiner sur la Seine. C'était un très très bon danseur. On disait généralement que s'il n'avait pas été le meilleur musicien de sa génération, il aurait sans doute été le meilleur danseur. Voilà ce qu'il était. Très séducteur, vraiment très... Alors très séducteur, oui, je suis sûr que vous en seriez tombée amoureuse. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, plus que moi, oh là là. On parle de votre association, l'association que vous avez consacrée au Chevalier de Saint-Georges, qui s'appelle Le Concert de Monsieur de Saint-Georges. Oui. L'association existe depuis 16 ans maintenant. Elle a été créée en 2000. Oui, elle a été créée en 2000. C'est-à-dire, c'était mon idée dès la sortie de mon livre. En fait, mon livre devait être le vecteur d'un travail, je n'aime pas le mot réhabilitation, parce qu'il n'avait pas besoin d'être réhabilité, d'un travail de reconnaissance. Il était quand même tombé dans l'oubli. Et donc, le prolongement naturel, ça a été l'association pour faire connaître le personnage. Et finalement, comme mon livre s'est bien vendu, au-delà de nos espérances, les droits nous ont permis de faire fonctionner cette association pendant plusieurs années. Puis ensuite, nous avons eu la chance de recevoir des subventions et autres choses du genre. Et le but, c'est vraiment celui-là, c'est-à-dire... faire connaître Saint-Georges auprès des publics, évidemment, mais le faire connaître aussi et surtout auprès des orchestres, auprès des organisateurs de spectacles, auprès évidemment des grands violonistes, pour qu'ils le mettent à leur répertoire. Et alors, quand un organisateur prend le risque de faire jouer des œuvres du Saint-Georges, nous, derrière, on fonctionne un peu comme agence de publicité, c'est-à-dire que gracieusement, on fournit de la documentation, des affiches, des bios, une exposition, pour créer un événement, pour qu'au moins... que l'organisateur de spectacle ou de festival
attire un public, quoi, pour que Saint-Georges soit rentable, puisqu'on est dans une société maintenant où tout se mesure en termes de rentabilité, et c'est normal, hein, donc pour remplir les salles. Effectivement. Concrètement, ça fonctionne. Vous trouvez que l'image du Chevalier de Saint-Georges a changé, il est beaucoup plus connu. Maintenant, si on demande à quelqu'un dans la rue qui est le Chevalier de Saint-Georges, il saurait répondre? Oh bah, y a un test assez amusant sur France Inter, de temps en temps, la question est posée au jeu des 1000 euros. Pour combien? Eh ben, alors, effectivement, je me souviens, au départ, c'était un super banco, et puis il n'y a pas eu beaucoup de réussite, et puis maintenant, c'est en question blanche, quoi. Ouais. Et finalement, les gens le connaissent. Alors, il faut se rendre compte qu'il y a 15 ans maintenant, même les violonistes ignoraient qui était le Chevalier de Saint-Georges. Il n'était pas au programme des conservatoires, on n'en parlait jamais, etc. Bon, maintenant, pratiquement, le gosse qui apprend le violon au conservatoire connaît Saint-Georges, connaît au moins de nom Saint-Georges. Et ça, on a gagné ça. Le public, il y avait quelques cénacles, hein, il fallait être et mélomane et antillais. Maintenant, il y a beaucoup d'Antillais non mélomanes qui connaissent bien Saint-Georges. Il suffit d'aller à Basse-Terre ou à Martinique ou ailleurs, hein, ou évidemment dans les villes à forte implantation ultramarine, hein, Sarcelles, Créteil, etc. Saint-Georges, on en parle dans la rue, quoi, pratiquement tout le monde connaît. Et puis tous les mélomanes non antillais, à l'inverse, connaissent Saint-Georges. Alors, on a eu effectivement un phénomène d'engouement au départ, très fort. Beaucoup de disques. Et puis, on arrive maintenant, c'est un peu comme le lancement d'une fusée, quoi. Le satellite est sur orbite, il faut le maintenir sur orbite et puis lui permettre de décoller. Et donc là, c'est cette seconde phase que nous abordons. Alors, dans un premier temps, on a intéressé des orchestres très motivés, des chefs d'orchestre très motivés, comme Jean-Claude Casatsu, le chef de l'opéra de Lille et de la région PACA, non, pas du tout, Nord-Pas-de-Calais. C'est opposé. Non PACA. Ouais. Et qui a été très militant, très intéressé. Et puis, au fil des années, on a pu intéresser pratiquement tous les grands concerts nationaux de région. Alors précisément PACA, Poitou-Charentes, Bretagne, Normandie, etc., Picardie. Dans toutes les régions, Lorraine, bon, voilà, dans toutes les régions, Saint-Georges est joué. Et sur le plan national, l'orchestre symphonique de la garde républicaine, évidemment Saint-Georges a été le premier colonel à la peau noire, donc ça leur parle un peu, mais c'est pas simplement ça, qui le joue beaucoup et très bien. Vous savez, l'orchestre symphonique de la garde, on le voit souvent dans les dîners, dans les réceptions de chefs d'État étrangers, rois, reines, etc., devant la cuisine française. Ouais. Et quand il joue, la musique qu'on entend très souvent en fond de ces réceptions, c'est la musique de Saint-Georges. D'ailleurs, la musique, il y a quelque temps, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, quand on appelait au ministère des Outre-mer, il y avait Saint-Georges. Oui. Alors vous devriez dire très fort qu'il faudrait que ça revienne. Je vais dire c'est vrai. Bon, ils ont estimé que pour la modernité, c'était mieux de passer du jazz. Moi, je le regrette un peu, évidemment. Je salue bien sûr tous les artistes antillais qui sont souvent très bons. Saint-Georges, c'est autre chose. Ça peut être une espèce de tête d'affiche. Ça doit être la figure emblématique du talent des Outre-mer, je trouve. Bien. Tiens, justement, vous m'amenez à la question que je voulais vous poser tout à l'heure. Je suis ravi. Le Chevalier de Saint-Georges, aujourd'hui, avec le manque de repères de nos jeunes, quand je dis de nos jeunes, pas forcément d'origine des Outre-mer, mais les jeunes en général, tous. En tout cas les jeunes d'ici, avec le manque de repères qu'ils ont, est-ce que vous pensez que justement le Chevalier de Saint-Georges pourrait être un exemple, pourrait être cet exemple qu'on pourrait citer et qu'on pourrait suivre? J'en suis sûr. Nous nous y efforçons à notre manière.
en organisant souvent des concerts auprès de jeunes qui précisément ont suivi le mauvais exemple. Alors on en organise beaucoup en prison par exemple, beaucoup dans des banlieues difficiles, beaucoup devant des racailles comme on dit, et ça c'est passionnant parce qu'on voit que ces jeunes qui au départ peuvent être un peu rebelles, quoi, un peu rétifs à la musique classique, quand on commence à leur parler de ce qu'il était, de ce qu'il a fait, ils sont cloués, quoi. Ça les passionne, et on sent que dans nos sociétés, d'abord, on ne sait pas parler aux jeunes. Oui. On leur parle parfois avec des matraques, avec des gaz lacrymogènes. Enfin, je ne jette pas la pierre, c'est sans doute pas facile. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas leur parler. On ne sait pas aller vers eux et leur dire, mais tiens, j'ai un truc qui peut vous intéresser. Ou alors on y va très mal. Et nous, on leur dit, venez voir. Venez écouter. Alors, c'est pas ce que vous entendez habituellement, mais vous allez voir, c'est pas mal du tout. Et puis, souvent, on va vers eux avec des orchestres étrangers, de jeunes aussi. On fait venir tous les ans, l'été, 5-6 orchestres étrangers. Cette année, ce sera des Roumains, des Estoniens, des Espagnols, des Polonais. Alors vous insistez plus dans ce genre de cas, vous insistez plus sur la musique ou sur le personnage en lui-même, sur ce qu'il a pu réaliser, sur ce qu'il a pu faire de sa vie, sur la façon dont il a construite, la façon dont il y est arrivé? Les deux. Pour nous, c'est indissociable. C'est complémentaire. C'est-à-dire qu'auprès de ces jeunes, on insiste plutôt sur l'homme, au départ. Grand sportif, grand séducteur, ça plaît toujours. Quand on dit à un gamin qui traîne un peu dans la rue, qui zone, celui-là, si tu savais les meufs qu'il s'est tapé. Et bon, il y a peut-être même eu Marie-Antoinette, etc. Déjà, on les attrape un peu comme ça. Et puis alors, c'est un sportif, il se rend compte, champion d'escrime, comme Laura Flessel, etc. Et puis il a fait une musique qui n'est pas celle que tu as l'habitude d'écouter, mais écoute celle-là, tu vas voir. Et puis pour arriver à ce résultat, c'était un gros bosseur. Il travaillait beaucoup. Et ça marche souvent. Oui. Et puis la musique, c'est vrai que, je vais vous raconter un truc de vieux, mais je suis plus tout jeune, c'est quand même un langage universel. Des gosses qui ont été élevés en entendant des rythmes extrêmement modernes, rap ou autres, ou rock, ou etc., ont de toute façon une oreille musicale. Quelque part, ça parle pour tout le monde, tout le monde. Et il y a des airs de Saint-Georges qui sont extrêmement virtuoses, qui sont extrêmement rythmés. On sent qu'il y a un peu d'Antilles derrière. Et tout le monde peut s'y reconnaître. Ouais. Il y a des airs extrêmement mélancoliques. Une de vos consoeurs d'une radio parlait de blues, parlait de blues classique. Ça aussi, ça parle. Il y a aussi beaucoup de tristesse aussi pour des jeunes qui peuvent aussi avoir le spleen de temps en temps. C'est une musique qui parle énormément. Qui touche en tout cas, de toute façon. Oui, tout à fait. L'association aujourd'hui fait quoi, Alain Guédé ? Alors, pour prochainement, donc à court terme, eh bien, d'une part, on prépare la réception des jeunes orchestres, des orchestres de jeunes, qui vont venir cet été. Donc on ira aussi dans des lieux reculés. Alors ce qu'on fait, c'est que ces orchestres de jeunes qui jouent du Saint-Georges et qui jouent évidemment les géants du répertoire, on les fait venir dans des lieux prestigieux de Paris, la Madeleine, Saint-Germain-des-Prés, etc. Et puis également dans les banlieues, à chaque fois qu'on veut bien. Vous allez au contact. On va vraiment au contact et tout se passe merveilleusement bien, il faut le dire. Et puis on a un spectacle en préparation. Chaque année ou tous les 2-3 ans, on essaie de faire quelque chose de nouveau. Alors pendant quelques années, on a beaucoup tourné avec un spectacle narratif que j'avais écrit pour Jenny Alpha, qui était la doyenne qui était un peu ma maman adoptive, Jenny, qui a tourné aux Antilles, un peu partout en France, et qui avait été repris ensuite, après le décès de Jenny, par des comédiens plutôt célèbres, Robin Renucci, Michael Lonsdale aussi, qui l'a interprété
à Saint-Brice-sous-Forêt. Et ensuite, on a eu un opéra, donc on a beaucoup tourné, qui a été joué pour les 2 dernières fois en Guadeloupe et en Martinique l'hiver 2014. Et alors maintenant, on va lancer un spectacle qui consiste à marier, si j'ose dire, 2 expressions artistiques qui sont très, très riches aussi aux Antilles, c'est-à-dire la peinture et la musique. Alors la peinture, ce ne sera pas une exposition de peinture, ce sont les œuvres d'un artiste qui est polonais d'origine, Wojniak, qui a eu beaucoup de poésie dans ses tableaux, qui a une palette très vive, très contrastée, et puis beaucoup de thèmes autour du tiers-monde, de l'Afrique, de l'Amérique latine, etc. Et qui avait créé un spectacle avec ces tableaux en fond sur un grand écran. Ouais. Et sur ces tableaux évoluent des animations qu'il fait lui-même, parfois qu'il improvise, avec des petits personnages qui sont souvent assez emblématiques. Et c'est très très joli. Alors il a commencé dans le jazz, il a créé ce concept avec Archie Shepp, avec Manu Chao aussi, avec Ramon Lopez. Avec Ramon Lopez dans ce spectacle qui s'appelait Mama Africa d'ailleurs. Et donc pour la première fois, on va faire avec de la musique classique. Ce sera la première fois qu'on fera ça. Et c'est vraiment très très beau. Hein. On peut regarder sur YouTube ce qu'il a fait avec Archie Shepp, c'est vraiment scotchant. Et ça permet aux spectateurs qui sont soit plutôt mélomanes ou plutôt picturaux, si j'ose dire, d'aller voir un spectacle. Aux deux, enfin, voilà, en tout cas, d'avoir les deux dans un même spectacle. Oui. Donc voilà, de toute façon, c'est de l'art, quoi qu'il en soit. Absolument, c'est de l'art. Oui, c'est vrai. Et ça, ce sera pour quand ? Ça va commencer à l'automne, à Paris, et puis tourner pas mal en province. Et on a un contact avec la Guyane, qui semble intéressé, qui nous a contacté, le centre culturel des Trois Fleuves, avec une immense salle, le Zéphyr. En région parisienne aussi, donc je reviendrai peut-être vous voir. Les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas Alain Lidé d'être venu jusque-là pour nous parler donc de ce personnage qui vous passionne et qui j'espère vous passionne et que vous connaissez un petit peu plus maintenant. Donc le chevalier de Saint-Georges. Et puis écoutez, à très bientôt. Revenez nous parler du spectacle une fois qu'il sera pas rodé, mais en tout cas un petit peu plus assis. Oui. Je vais dire, avec plaisir. Merci à vous. Merci. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Studio 5. Et en tout cas, restez bien scotchés sur les programmes de M5 TV. À bientôt.